Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin et jusqu'où peut-il monter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, pour pas changer, on a pas mal de petites choses à voir, donc sans perdre de temps, on va se diriger tout de suite vers la cryptomap du jour, qui est bien verte. On a pratiquement l'ensemble des altcoins qui sont dans le positif et on en a quelques-uns qui, qui ont bien pump, hein. On a CFX avec 39%, le petit PP 25%, DYDX 15% et surtout Mina avec 64%. Au niveau du CryptoFear, voilà, il s'agite enfin, toujours en retard comme d'habitude après la fête, hein. Comme je vous ai dit hier, depuis quelques jours, on était donc sous la grosse résistance et on était toujours dans le neutre autour de 50. Donc c'était plutôt bon signe, c'était bullish, puisque c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. À l'approche d'une cassure d'un gros niveau de résistance, on ne veut surtout pas que les gens soient trop bullish, puisque tout simplement, si c'est le cas, eh bien en général, la résistance va faire son boulot, ou alors il va y avoir un fake out et on va réintégrer. Au contraire, si les gens n'y croient pas trop, s'ils sont dans la peur ou dans le neutre, hein, comme c'était le cas depuis quelques jours, eh bien il y a beaucoup plus de chances de casser cette résistance. Voilà, donc maintenant on est à 66, on est dans le grid. Encore une fois, c'est pas le moment maintenant de faire vos achats, du moins sur le Bitcoin. Tac, tac, pourquoi j'ai deux pages d'ouvertes? Hop. Alors, le dollar. Le dollar, il a fait ce qu'on attendait pour le moment de lui. Il a cassé le plus bas ici. Il est venu rechercher pratiquement parfaitement justement le niveau de support. Mais on a un gros rebond. Alors, on peut voir d'une part qu'on a une jolie bougie haussière. Et en plus que, vous voyez que finalement, il est passé en dessous le niveau là, le plus bas. Mais il n'a pas clôturé en dessous ce niveau. Il a juste fait une mèche et il garde les clôtures. Donc, c'est plutôt, malheureusement, bullish pour le dollar. Alors, une jolie bougie, ça ne veut pas dire que aïe, on va forcément les faire de nouveau plus haut. Vous voyez que ici on a également une jolie bougie, ça ne nous a pas empêché d'aller faire un plus bas. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui c'est plutôt bullish. Nous, ce qu'on veut bien sûr, c'est qu'on craque ce niveau, hein, et puis qu'on ait recherché ça dans un premier temps. Voilà, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, si possible, hein, d'avoir trouvé un top ici et bien entendu de continuer la tendance baissière pour aller beaucoup plus bas. On veut une tendance baissière long terme, bien évidemment, pour avoir un Bitcoin haussier. Alors, se pourrait-il que, vu que le Bitcoin en ce moment est décorrélé des marchés traditionnels, du S&P, du Nasdaq, etc., se pourrait-il qu'il se décorrèle du dollar? C'est possible, mais je vais dire, c'est quand même peu probable, hein. Alors, faudrait qu'il endosse vraiment son rôle de réserve de valeur, un peu comme l'or ou comme le dollar d'ailleurs, parce que le dollar est une des premières réserves de valeur. Même s'il y a l'inflation et qui perd quand même un peu de valeur chaque année, ça reste faible par rapport aux actifs risqués. Donc c'est quand même une des plus grosses réserves de valeur avec l'or. Est-ce que le Bitcoin pourrait endosser ce rôle et du coup ne plus être inversement corrélé au dollar? Ma foi, c'est possible, mais je dirais que c'est encore peu probable, peut-être encore trop tôt, encore trop volatile, mais voilà, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, moi je reste dans les probabilités, donc ça me dit que si on devait avoir un dollar qui continue à monter les mois à venir, ce serait compliqué quand même pour le Bitcoin de monter également. Donc ça c'est pour le dollar. Le SP500, on est venu rechercher mon niveau de support ici, et en même temps le bas de cette, on va appeler ça un bull flag, et petit rebond, voilà, mais rien d'extraordinaire pour l'instant. Petit rebond, normal, on arrive sur un double support, donc petit rebond, mais voilà, donc est-ce qu'on a trouvé un bottom? On verra ça dans les jours qui viennent, hein. Pour ça, il faudra casser des résistances, si possible également casser le bull flag, valider le bull flag, et également réintégrer cette trendline baissière, haussière, excusez-moi, qui date d'octobre 2022, donc un an, voilà, une année. Donc un peu ce qu'on a fait, comme on a fait sur l'Ethereum, de repasser au-dessus de cette trendline, de ce niveau de résistance. La trendline ici, voilà, si on repasse les 4350, eh bien ce sera plutôt bullish. Mais tant qu'on est en dessous des 4350, eh bien on reste baissier pour le moment.
Et pareil, pour l'instant, on est vraiment décorrélé sur du court terme, mais si on devait avoir, une prolongation, un vrai crash et plusieurs mois de baisse sur les marchés traditionnels, malheureusement aussi le bitcoin risquerait de suivre, également sur du long terme. J'ai d'ailleurs commencé, voilà, petite parenthèse, à, investir. Je commence à me diversifier, ça faisait longtemps que j'y pensais. Mais vu que j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dans les cryptos, maintenant je vais commencer à me diversifier un peu. Donc j'ai commencé à investir sur le SP500, tout simplement parce qu'on n'est plus sur un top, hein, et comme je vous ai toujours dit, quand vous commencez à investir, alors en DCA bien sûr, eh bien il faut juste veiller à pas être sur un top. Donc là, vu qu'on était, j'ai commencé à investir par ici justement, il y a 2-3 semaines, et j'ai investi un peu chaque semaine. D'ailleurs, j'ai un paiement qui est passé hier pile poil sur le bottom. Alors ça, c'était au hasard, hein, puisque c'est programmé. Alors j'ai commencé par du SP500 et pour pas trop m'éloigner des cryptos, j'ai investi également sur, Coinbase. Pareil en DCA, j'ai commencé pareil il y a 2 semaines parce que vous voyez, on était justement, on cassait cette petite trendline pullback, voilà, donc j'ai commencé, pareil là-dedans et je fais ça au cas où, je vous ai rajouté du coup un lien parce que j'ai fait pas mal de recherches pour savoir c'était, quelle plateforme était pas mal pour investir. Alors là, c'est vraiment pour investir, c'est pas pour trader. Heu et après toutes mes recherches, la meilleure que moi j'ai trouvée, alors, après, dites-moi si vous avez des plateformes, brokers ou peu importe comment vous les appelez, meilleures, mais en tout cas au niveau de la simplicité, des coûts, de frais et cetera, Trade Republic, voilà, j'ai choisi Trade Republic parce que voilà, pour l'instant, c'est celle que j'ai trouvée qui était, enfin pour moi, qui était celle qui m'arrangeait, le plus. Donc je vous ai mis un petit lien si vous voulez, vous inscrire. Vous aurez un petit bonus et moi aussi du pour le coup. Et sachez que sur Trade Republic, si vous faites comme moi et que vous faites un investissement programmé, c'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois, c'est à vous qui choisissez, et bien du coup, il y a 0 frais. Donc vous payez aucun frais. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Et vous n'avez pas de frais également. Il y a beaucoup de brokers comme ça. Si vous faites rien, par exemple, pendant plusieurs mois, ils vont vous prendre de l'argent. Alors au contraire, Trade Republic, ils vous en donnent, hein. Vous avez droit à 4% par an. Donc c'est même mieux qu'un livret A, hein. Donc même si vous laissez votre argent et vous ne touchez pas, vous gagnerez 4% par an. Voilà, donc pas de frais si vous faites une sorte de DCA programmé. Euh, L'argent pas utilisé, donc les dollars ou les euros rémunérés à 4% par an. Voilà, et puis c'est très simple d'utilisation. Donc voilà, j'ai choisi Trade Republic. Et je vous tiendrai au courant sur les assets que je rajouterai en portefeuille, hein. Comme je vous ai dit, pour l'instant, j'ai fait un programme sur le S&P et sur Coinbase. Mais ensuite, j'en rajouterai petit à petit. Et surtout quand le bull run prendra fin, eh bien, une grosse partie de mes bénéfices crypto, je les mettrai, sur des marchés traditionnels et j'irai chercher aussi des dividendes et cetera. Mais bon, on en parlera, on aura le temps d'en parler, heu, dans, quelques temps. Ensuite, le BTC CME. Donc je vous avais dit qu'on y reviendrait hier, notamment sur l'histoire des gaps. Donc, on va récapituler. Déjà, on a un gap ici au 35 900. Alors il y en a, ils disent qu'il a été clôturé, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas encore été clôturé. Alors oui, on a été très proche, mais il n'est pas clôturé. Donc c'est 35 925 exactement. On en a un au 53 000. On a alors ce gap-là qui fait débat. On m'a notamment signalé en commentaire, mais que, alors encore une fois, il y a toujours ce problème sur les gaps avec les mèches. Est-ce qu'un gap peut être comblé avec des mèches? Il peut pas être comblé. Est-ce qu'on prend en compte si c'est un gap, s'il y a une mèche ou pas? Bref, vous voyez que là, on a un gap, mais vous voyez, on a une mèche là. Donc il y en a, ils ne considèrent pas ça comme un gap. C'est pour ça d'ailleurs je vous l'ai mis en blanc, on va dire que c'est un demi-gap. Et pareil, quand un gap est comblé juste avec des mèches, il y en a, ils considèrent qu'il n'est pas comblé. Moi, j'ai pu, juste par expérience, me rendre compte qu'il y avait énormément de gaps qui avaient été comblés juste avec des mèches. Donc moi, tant que c'est comblé, même si c'est une mèche qui vient chercher le niveau, pour moi, c'est comblé. Et ça, j'ai pas vraiment d'avis sur ces gaps-là. Voilà, j'ai pas assez fouillé pour voir si c'était des gaps, si c'était comblé ou pas. Mais voilà, donc on a un demi-gap ici, appelons-le ça comme ça. On a un gap ici, au 26 000, lui, bon, il n'y a pas débat, c'est voilà, c'est un gap, au 26 830. Bien entendu, on a toujours notre gap au 20 355. Et le vieux gap, hein, qui se trouve après le Covid, au 9 685. Alors, pourquoi je veux parler des gaps? Parce que tout simplement, il y a énormément de youtubeurs,
ou de Twitter ou peu importe, d'influenceurs francophones ou même anglophones qui vous rabâchent depuis pas mal de semaines qu'on va aller aux 20 000 $. Alors pourquoi? Alors ils avaient plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'était qu'on a un gap aux 20 000 $. Moi, c'est le contraire. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, au mois de mars, oui, bien plusieurs mois, je vous dis que on n'a aucune raison de retourner aux 20 000 $. Si on retourne aux 20 000 $, ce sera probablement pour aller plus bas. Puisque on est venu casser ce niveau, on est venu le rechercher en le mettant en weekly. Alors peut-être sur ce graphique, ça sera moins évident puisque effectivement, on va peut-être prendre un autre graphique. Hop. Voilà. On a cassé fortement les 20 000 $. Il y a peu de monde qui sont rentrés ici, vous voyez, sur ce mouvement-là. Et ceux qui sont rentrés, il y en a pas mal, ils ont peut-être ressorti. Là, on avait vu qu'il y avait énormément de liquidation. On a eu une mèche de rachat, une grande mèche de rachat, vous voyez. Ça veut dire que peu de gens, nous on était rentrés ici, mais re-rentrés d'ailleurs, puisqu'on est bien sûr rentré ici, puis on descend un peu ici. Mais peu de gens sont rentrés ici. Donc, pourquoi aller donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu rentrer donc sur les 15 et les 20 000 $, après tant d'efforts, pourquoi leur donner l'opportunité de rentrer aux 20 000 $, si ce n'est pour aller plus bas? Il n'y avait aucune raison. Donc, niveau de la psychologie, il n'y avait aucune raison de retourner aux 20 000 $, si ce n'est si c'est pour aller plus bas. Si c'est pour aller plus bas, ok. Mais si c'est pour aller aux 20 000 $ et laisser l'opportunité à tout le monde de rentrer à 20 000 $, puis après d'aller aux 100 000 $, il n'y a aucun intérêt. Le marché ne fait pas ça. Le marché ne fait pas de cadeau. Au contraire. C'est la même chose pour ça. Hein. Une fois qu'on a cassé les 10 000 $, je vous ai dit, c'est la dernière fois que vous verrez les 10 000 $, probablement. Donc, si vous n'entrez pas, c'est trop tard. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, j'étais pas sur YouTube, mais je faisais mes analyses déjà sur TradingView. Alors déjà, toute cette partie-là, j'ai fait énormément d'analyses pour dire aux gens d'acheter, d'acheter, d'acheter. Voilà. J'étais le seul à faire ça, hein, parce que vous savez qu'on ne doit pas donner de conseils financiers. On n'est pas conseiller financier. Moi, c'est des conseils d'amis. Voilà, j'ai conseillé d'amis tout le monde d'acheter là, et là, j'ai fait pas mal d'analyses pour dire attention, attention, c'est votre dernière chance d'entrer dans le train. Le train va partir sans vous. Vous ne verrez plus jamais les 10 000 $, etc. J'ai fait énormément d'analyses pour dire aux gens d'acheter, comme je vous ai fait là, mais sur YouTube. Voilà, hein. On dit d'acheter depuis longtemps. Je vous ai donné des méthodes des DCA, des méthodes pour ceux qui ne mettent pas le DCA pour rentrer sur confirmation, que ce soit graphique ou avec différents indicateurs, notamment le Gaussian Channel, le Super Trend, etc. etc. Et j'arrête pas de vous répéter qu'on n'est pas censé aller au 20K, ou alors si on va au 20K, c'est qu'on est dans un plan bear et qu'on va aller beaucoup plus bas. Ce qui n'était pas du tout mon plan privilégié, puisque pour moi, on a trouvé un bottom ici, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, une des raisons, notamment pourquoi ils voulaient aller au 20K, on en revient justement à notre gap, c'était pour ce fameux gap. Mais encore une fois, la plupart des gens, il faut que vous vous rendiez compte que la plupart des gens qui publient des vidéos sur YouTube, sur les cryptos, eh bien, ils n'y connaissent pas grand-chose de plus que vous. Hein. Ce n'est pas des analystes, ce n'est pas des traders, c'est des mecs qui sont arrivés là. Il y en a, ça fait 3 mois, 6 mois, ils ont découvert les cryptos, ils lancent une chaîne YouTube. Bon, il y en a, ça fait un peu plus longtemps, mais quand ils lancent leur chaîne YouTube, souvent, ça fait pas trop longtemps. Hein. Ça fait entre 6 mois et 1 an qu'ils sont dans les cryptos. Alors, je ne fais pas des généralités, mais justement, là, je parle d'une grosse majorité. Et ils en connaissent pas plus que vous. Ils savent même pas c'est quoi un gap. J'arrête pas de le répéter. D'ailleurs, je vais même mettre, quand je vois des youtubeurs qui disent des conneries, j'essaie d'aller les corriger gentiment sur leurs vidéos. Mais ils ne savent pas c'est quoi un gap, à quoi sert un gap, les différents styles de gap. Vous savez qu'il n'y a pas qu'un style de gap, il y a les gaps communs, les gaps de rupture, les gaps de continuation, les gaps terminales. Et chaque gap a ses spécificités et on peut s'en servir d'une façon différente. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les gaps de rupture. Un gap commun, en fait, ça va être quoi la stratégie? Un gap commun, on sait que 80% du temps, il est comblé et la plupart du temps, il est comblé dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Donc voilà, donc si on a un pump, on a un gap commun, on évite de rentrer en position parce qu'on sait qu'on a de fortes chances dans la semaine ou les 2 semaines à venir à revenir chercher ce niveau. Au contraire, peut-être on peut chercher des shorts pour aller revenir chercher. Et si on revient sur le gap, on peut, au niveau du gap, chercher des longues si les conditions s'y prêtent. Un gap de rupture, c'est tout à fait l'inverse. Un gap de rupture,
Ça nous dit qu'on a potentiellement trouvé un bottom, qu'on est dans une retournement de tendance et même une forte tendance haussière qui s'apprête à venir. Et donc, que justement, ça a fait, en général, ça fait louper le train aux gens et qu'on n'est pas censé revenir à ce niveau. C'est exactement ce que je vous expliquais sur les 20 000 $. Et on va se remettre en daily. Comment on reconnaît un gap de rupture? Eh bien, tout simplement, il a lieu en général sur un bottom, puisque c'est un changement de tendance, c'est une forte impulsion, et on veut voir également un volume puissant. Donc on va revenir au gap des 26 830, ce que je vous disais. On est sur un bottom, on a une forte impulsion, et regardez les volumes. Vous voyez bien le jour d'avant le volume. Il est là, et regardez le pic de volume. On n'a pas fait de volume de toute la zone, on n'a pas eu de volume plus important. Regardez la barre de volume jusqu'où elle monte, quasiment elle va jusqu'au prix. Donc ça, c'est un gap de rupture. On n'est pas censé venir combler. Alors en général, les gaps de rupture, ils ont très peu de chances d'être comblés. Et lorsque les peu de fois où ils se font combler, la plupart du temps, c'est quand la tendance est finie, la nouvelle tendance. Donc, si on prend un bull run, par exemple, on va revenir au gap de 9 000 $. Voilà. Alors, il s'est fait après un bottom, parce que vous voyez, c'est une correction en triangle ou à l'horizontale. Fin de la correction, nouvelle tendance, gap. Regardez encore une fois la bougie du gap, le volume par rapport au volume précédent. Gros volume, grosse impulsion, gap de rupture. On n'est pas censé venir le corriger tant que la tendance haussière n'est pas finie. Donc là, vu que c'est une tendance bull run, tant que le bull run n'est pas fini. Donc ce gap-là, on aurait effectivement pu revenir le combler si on aurait chuté aux 9 000 $. D'ailleurs, si jamais, toujours possible d'aller faire un scénario bear, on en parlera après. Mais on pourrait revenir le combler. Mais en général, voilà, ils ne sont pas comblés avant la fin de la tendance. Donc c'est pareil pour le gap des 20 000 $, il n'est pas censé être comblé avant peut-être le prochain bear market, mais exactement comme les 10 000 $, si vraiment on part en bull run et qu'on doit faire un bull run correct, ça veut dire dépasser les 80 000 $, ou les 100 000 $, il y a peu de chances qu'on revienne sous les 20 000 $. Donc les 26 000 $, gap de rupture, les 20 000 $, c'est exactement pareil, bottom, forte impulsion, et regardez, pareil, encore une fois, les volumes bien supérieurs au volume environnant. Donc tout ça, c'est des gaps de rupture, et c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, on n'est pas censé aller les combler. Voilà pourquoi moi je ne m'attendais pas à aller aux 20 000 $, ou alors ce serait un scénario bear, et du coup, ça dirait que justement la tendance haussière moyen terme est finie, et on va dans une tendance baissière, et c'est pour ça que en fin de tendance, on peut venir combler les gaps de rupture. Mais c'était vraiment pas mon scénario principal, puisque moi je suis bull. Donc voilà, essayez d'éviter d'écouter un peu n'importe qui, faites le tri dans les gens que vous regardiez, sinon vous allez faire des conneries et pas acheter au bon moment. Je plains ceux qui suivent par exemple Seed Trading, même si il dit des choses intéressantes, mais voilà, pour lui, on doit absolument retourner aux 9 000, 10 000, 12 000 $ avant de pouvoir faire des nouveaux ATH parce qu'il y a des déséquilibres de marché, etc. C'est totalement du bullshit. Le Bitcoin fait ce qu'il veut. Il n'est en rien obligé, s'il veut monter et faire des déséquilibres de marché. D'ailleurs, vous en avez, si vous remontez, alors là, j'ai pas un gros historique, mais si vous prenez un historique depuis la création du Bitcoin, vous avez énormément de niveaux de déséquilibre de marché qui n'ont jamais été comblés. Sur les autres actifs, c'est pareil. Regardez, je sais pas, je vous prends un actif, prendre un actif traditionnel que tout le monde connaît. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite liste? Allez, Tesla. On aime bien Tesla, Elon Musk. Voilà. Regardez ce déséquilibre de marché ici. Voilà. Donc, si trading, j'ai rien contre lui, mais c'est juste que des fois, il est trop... voilà, il dit ça doit, il met pas de parenthèse dans ce qu'il dit. S'il avait analysé Tesla ici, il vous aurait dit n'achetez surtout pas, il y a un gros déséquilibre, on va forcément revenir ici avant de monter. Bon, vous pouviez toujours attendre, du coup vous avez loupé les 13 $ jusqu'aux 400 $, et puis il y a peu de chances qu'on y revienne. Donc voilà, un déséquilibre de marché. Sur un actif puissant, on n'est pas du tout obligé de venir les combler. Il y en a plein sur tous les gros actifs. Voilà, de temps en temps, vous voyez, il y a un gros déséquilibre. Là, effectivement, on est venu le combler. Mais en général, quand ils ne sont pas comblés tôt,
eh bien, ils vont pas être comblés, hein, ils vont pas être comblés par la suite. Voilà, quand il y a un fort mouvement impulsif, s'il n'est pas comblé rapidement, là, on aurait pu venir le combler, ben, en général, ils sont pas comblés et ça arrive énormément sur des actifs très bullish. Donc voilà, écoutez, essayez d'éviter d'écouter tout le monde. Respectez plutôt votre stratégie, c'est la meilleure des choses à faire et il y a une bonne stratégie. Moi, j'essaie de vous en donner un maximum. Après, vous pouvez avoir vos propres stratégies si vous êtes assez avancé, mais tenez-en à vos plans et ne vous faites pas influencer par les youtubeurs ou Twitter parce qu'il y a beaucoup de merde qui tourne régulièrement. Donc, la Bitcoin dominance continue de monter, donc normal, hein, c'est ce qu'on s'attend. Et nous, hein, on avait vu précédemment, on veut que ça monte le plus possible. Pourquoi? Puisque si on veut une belle altcoin saison plus tard, il nous faudra quelque chose comme ça, hein, une grosse chute pour que l'altcoin dominance augmente. Mais pour ça, il faut monter le plus possible avant. Donc, on a tout intérêt à ce que dans un premier temps, le Bitcoin surperforme le reste du marché. On peut aller voir quand même du côté de ETH-BTC et BNB-BTC, voir si le pump a fait quelque chose. Bien non, c'est toujours en chute. Le Bitcoin surperforme toujours. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être pas avoir là une petite divergence weekly? Non. Ah, si, d'ailleurs. Pour l'instant, on a une divergence cachée, hein, puisqu'on fait un plus haut ici, mais là, on fait un plus bas. Donc, divergence bullish caché. Caché, bien entendu, ça s'annulera si on vient casser ce bas-là. Mais si on ne vient pas casser ce bas-là et qu'on a un rebond, qu'on réintègre par exemple ce niveau-là, on aura une belle bullish divergence cachée weekly. Mais pour l'instant, voilà, c'est toujours baissier, donc il faut toujours favoriser plutôt le Bitcoin. Le BNB, c'est pareil, on est toujours baissier, on a toujours une potentielle... Non, voilà, fini, on n'a plus de divergence, on a annulé la divergence, c'est ce que je vous disais hier, il suffit qu'on chute encore un peu, on n'a plus de divergence. Donc on n'a plus de divergence, mais on est en survente quand même. Voilà, mais il faudra attendre des confirmations, notamment casser ce bull flag pour ceux qui sont intéressés dans le BNB, pour rentrer dans le BNB par rapport au Bitcoin, bien entendu. Le BNB, il peut monter, mais vu que le Bitcoin, il monte plus, je ne vois pas l'intérêt d'être dans le BNB si le Bitcoin monte plus, du moins pour le moment. On est où? On est sur le Bitcoin. Donc, on a cassé la zone de rechargement de short. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse la zone de rechargement de short? Eh bien, ça veut dire que la correction est terminée. Et voilà, on peut avoir un pump. On est venu casser également les fameux 32 000 $. Et du coup, hein, quand on casse les 32 000 $, voilà, je vous avais dit, hein, à partir du moment déjà où on va casser les 28 000, faut s'attendre à une poussée, à aller rejoindre les 32 000. Et puis, si on casse les 32 000, ça pourrait également pousser assez fort. Voilà. Du coup, on est parti rechercher un peu plus des 35 000 $. Et là, pour l'instant, eh bien, ça stabilise. On va peut-être passer en 4 heures. Voilà. Donc, petite correction. Alors, est-ce que ça veut dire que, aïe, c'est fini, les bulls ont gagné, etc., etc. Non. Une poussée comme ça, hein, d'ailleurs, voilà, déséquilibre de marché, on va peut-être venir le corriger. Un mouvement comme ça, le Bitcoin peut totalement faire l'inverse en aussi peu de temps, hein. Ça, c'est déjà vu. Je me rappelle notamment, c'était quand? Ouais, c'était quand même en weekly. En 2019, je me rappelle, hop, vous voyez, on avait eu là une immense poussée. On avait eu 40% en une semaine. Je crois que ça s'est même fait en 2-3 jours. Et ça ne nous a pas empêché voilà, de tout ravaler après. Là, je pense même pas qu'on a fait une mèche un up de 40%. Quoique on a bien monté, on va dire, depuis ce bottom-là. Voilà, vous voyez, on a fait 30% et en 2 semaines, hein. Donc, c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on ne peut pas tout ravaler. Maintenant, ça change rien à l'analyse d'hier. Allez voir si c'est pas déjà fait. On a fait l'analyse weekly. On attend toujours les confirmations, c'est-à-dire les clôtures. Voilà, c'est seulement quand on aura des belles clôtures weekly, hein, notamment niveau graphique, hein, avoir une clôture au-dessus des 32 000 $, mais également niveau des indicateurs, tout ce qu'on a vu hier, ça ne change rien. Pas parce qu'on a eu un gros pump qu'on a validé quelque chose. Bien entendu, les probabilités qu'on soit bullish augmentent et les scénarios et les probabilités d'un scénario bearish diminuent. Mais c'est pas gagné, il nous faut des belles clôtures pour valider tout ça. Bon bah sinon, pas grand chose de plus à dire, puisque forcément, pour l'instant, on est bullish en daily. On a vu qu'hier, on était, enfin même les semaines passées, qu'on était bullish
en weekly et sur tous les thèmes, pratiquement sur tous les time frames et sur tous les indicateurs. Donc on va pas refaire d'analyse d'indicateurs aujourd'hui. On va plutôt voir ça, encore une fois. On en parle régulièrement. Il y a quelques semaines où le temps passe vite, je pense pas que c'était il y a quelques mois, je pense plus que c'était il y a quelques semaines. Je vous en avais encore parlé, je vous avais dit que sur Twitter, il y en avait pas mal qui disaient que voilà, on était là sur le Bitcoin et que on allait ensuite avoir ça pour faire des nouveaux plus bas. Et moi, je vous disais qu'on était là sur le Bitcoin et au contraire, on allait faire ça. Par contre, effectivement, je vous disais aussi que sur certains altcoins, on était là et qu'on allait avoir des plus bas. Donc, regardez bien ce graphique. On va enlever ça. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment encore qu'on est là? Ou alors, allez, un plus bas, deux plus bas, trois plus bas, on monte. Un plus bas, deux plus bas, trois plus bas, on monte. Là, ça se voit bien, enfin, ça se voit clairement qu'on est là. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Mon avis n'a pas changé. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, je vous ai déjà dit qu'on était là. Et voilà, bah là, c'est juste encore confirmé. Par contre, effectivement, sur les altcoins, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Alors, on va aller voir d'autres, mais on pourrait en voir d'autres. Quand on était dans ces niveaux-là, je vous avais dit effectivement, là, tac, 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 effectivement, là, on est là sur les altcoins. Et j'attendais encore ça. Enfin, pas sur tous les altcoins, mais sur certains altcoins. Et regardez ce qu'on a eu. Eh bien, on a eu ça. Voilà. Donc là, potentiellement, on est là maintenant. Donc, c'est pour ça, je vous disais hier, maintenant, c'est vrai que c'est un peu tard, vu qu'on a cassé les 32 000 $, sur les 30 000 $ sur le Bitcoin pour rentrer sur le Bitcoin. Sauf si vous avez déjà fait des paliers d'achat et par exemple c'est votre dernier palier d'achat, l'ultime confirmation. Donc dans ce cas-là, normalement, il faut attendre les clôtures weekly. Mais sinon, le prix est déjà beaucoup moins intéressant. Par contre, sur pas mal d'altcoins, eh bien voilà, hein, comme DOT, on est vraiment sur des bottom. Hein. On est plus bas encore qu'avant. Bon, alors attention, vous voyez, parce que contrairement au Bitcoin, on n'a rien validé du tout. Alors sur certains altcoins, oui, hein, mais je vous parle des altcoins comme DOT. On a une petite trendline baissière court terme qu'on a cassé, mais vous voyez là, on se fait rejeter du niveau ici, et puis il y a la trendline. Donc si, alors, je vous parle de DOT, mais voilà, si vous êtes intéressé par DOT, si on recasse ce niveau et la trendline, bien évidemment, donc les 4 dollars, 4,40 $, allons-y, et bien voilà, vous pouvez rentrer sur le DOT, et si vous voulez rentrer en deux paliers, vous prendrez un deuxième palier ici, parce qu'on a un gros niveau ici de résistance. Et en plus, vous voyez qu'on a plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et bien, si on casse ce niveau-là, on aurait fait un plus haut, plus haut, on retourne la tendance. Donc voilà, premier palier 4,50, on s'en fout. Deuxième palier 6 $. Et vous serez pas mal sur DOT. Attention, parce que là, il n'y a rien de validé. On pourrait faire encore un nouveau plus bas. C'est pour ça qu'il faut être prudent sur les altcoins. Du moins sur les altcoins qui ont ce type de graphique. Ethereum. Donc c'est ce qu'on avait vu, hein. Le fait d'avoir fait un fake out sur cette trendline, on va enlever le volume, je sais pas pourquoi j'ai le volume ici, c'est extrêmement bullish, qu'il fallait s'attendre à rejoindre dans un premier temps ce niveau-là, et si on cassait ce niveau-là, aller directement rejoindre la zone de rechargement de short. C'est exactement ce qu'on a fait, on est venu chercher parfaitement la zone de rechargement de short, on est venu chercher les 1850 à peu près. Et la prochaine target, bien évidemment, c'est ce gros cluster, hein, c'est-à-dire qu'il y a le haut de la zone de rechargement de short intermédiaire en orange, la zone de rechargement de short du plus haut, hein, donc la vraie zone de rechargement de short en rouge, et le gros niveau très important, hein, celui-ci, hein, la ligne jaune, les 1950. Donc voilà, ce sera le prochain objectif. Et si en weekly on arrive à casser ça, eh bien il faudra s'attendre probablement à une grosse poussée sur l'Ethereum, parce que regardez, on aura validé un très joli, un énorme W, alors un petit W, un W dans un gros W, enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement bullish, mais pour ça, il faut valider, il faut casser les, allez, on va arrondir aux 2000 $ si vous voulez. Voilà, rien de plus à dire sur l'Ethereum. Le Bitcoin, alors là, c'est pour faire un update sur les plans et le wave, ça tombe bien, le pump qu'il y a eu, ça va nous nettoyer un peu tout ça. Donc, le plan principal ne change toujours pas. Une vague 1, une vague 2. On est dans une vague 3. Et
Et là, on a potentiellement fait, alors, une vague 1, 2, et là, on est dans une 3. Ensuite, on aura une 4 et une 5 pour finir la vague 3 en blanc. Alors, bien entendu, comme d'habitude, c'est des targets minimales. Hein. Là, pour la vague 3 en blanche, j'ai pris les 1,61,8. Donc, je répète encore une fois, ceux qui connaissent rien à l'héliotisme, allez voir à tout prix le tuto sur les vagues d'Elliott. Il est disponible également sous chaque vidéo avec quelques autres vidéos à voir absolument. Tuto vague d'Elliott, objectif du bull run si ça vous intéresse, halving au mouvement, vidéo intéressante aussi, et mon portefeuille de 100K challenge, très intéressant aussi si vous voulez une idée de portefeuille. Mais on en reparlera après justement. Donc tuto des vagues d'Elliott à voir pour comprendre l'analyse, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà, donc target minimal de la vague 3, 51K, ensuite une vague 4 classique et une vague 5. Alors, bien entendu, c'est des targets minimales. Hein. Donc ça nous donnerait une vague 5 comprise entre les 69 000 et les 110 000 $, et techniquement c'est la fin du bull run. Bien entendu, comme je vous dis, une vague 3 peut être beaucoup plus puissante. Là j'ai mis 1,61,8, elle peut très bien aller rechercher les 2,61,8, voire plus loin, hein. Elle peut très bien aller monter jusque là, la vague 3. Donc ensuite on aura une vague 4, et du coup une vague 5, on peut très bien aller rechercher les 140 ou les 200 000 $. Voilà. On aura plus, on en saura plus quand on aura terminé cette vague 3, on aura fait notre vague 4, et là on pourra déterminer vraiment des objectifs précis pour la vague 5 et du coup la fin du bull run. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, on peut juste dire que l'objectif minimal de la 3, c'est les environ 51 000 $. Le plan alternatif, hein, le plan CMA. Ah, d'ailleurs, je peux plus l'appeler le plan CMA parce que qu'est-ce qu'il a fait le petit CMA? Il a annulé son plan et bien comme d'hab, il a pris mon plan. Voilà, la même chose qu'il avait fait ici. Hein. Je me rappelle ici 1, 2, 3, 4, 5, mon plan, une vague 1, 2. Il n'avait pas du tout ce plan-là également. Et au bout d'un moment, vu que c'était pas, ça partait en couille, il a abandonné et il est revenu sur mon plan. Donc je m'étais dit génial, c'est cool, j'aime bien qu'on a le même plan parce que comme ça on peut comparer. Mais ensuite il est reparti en freestyle sur cette vague 2. Au lieu d'aller simple comme j'ai fait, il est parti sur un plan beaucoup plus compliqué. Ouais, je comprends pas pourquoi à chaque fois il va chercher des plans compliqués. Moi personnellement, en général, je vais voir la simplicité. Et les plans compliqués comme ça, je vais les chercher si vraiment je trouve rien d'autre à mettre sous la dent. Donc du coup, il a abandonné son plan parce qu'on est suffisamment monté. Alors techniquement, pour moi, il n'est pas encore annulé. Pourquoi? Parce qu'on est revenu chercher, par rapport au mouvement là, à la A, les 1,61,8. Donc c'est vraiment la dernière limite pour une flat, hein, parce que là on est censé dans une ABC en flat. C'est la dernière limite, vous voyez la ligne rouge, et on est parfaitement. Alors on a très légèrement dépassé avec une petite mèche, bon ça c'est rien. Donc voilà, si techniquement il n'est pas encore annulé, bien entendu, si on va au-dessus, là il sera totalement annulé, mais là il est encore possible. Alors bien entendu, hein, je lui donnais déjà pas énormément, je lui en donne encore moins, vraiment, hein, peut-être 10% de chance de se produire, mais voilà, je le laisse quand même tant que c'est pas annulé, et quand il sera annulé, on pourra l'effacer, et soit on n'aura peut-être qu'un seul plan, ou alors on aura peut-être le plan BER jusqu'à ce qu'il soit annulé également. Alors, quand est-ce que je vais annuler le plan BER? D'ailleurs, le plan BER, on ne l'a pas, hein, vous savez, parce que c'est pas du tout celui que je favorise, donc il n'est même pas dans mes plans, il est même pas... quoique, je crois que j'ai peut-être un graphique avec le plan BER. Je sais même pas si j'ai un graphique avec le plan BER. Voilà, j'ai un graphique. Donc, ça, c'était un des deux plans BER, mais voilà, ça dure trop longtemps, donc... on a cassé le bas de la une. Parfait. Donc celui-là, il n'est pas possible. Donc il reste que ce plan BER là. Hop là. Voilà. Donc, on va s'enlever ça pour l'instant. Le plan BER, quand est-ce que on pourra vraiment, pas l'annuler, parce que techniquement pour l'annuler, il faut à la limite faire des nouveaux plus hauts. Mais voilà, pour lui donner presque aucune chance de être réalisé, c'est qu'on va passer le Fibo en non-log. Voilà. Donc on a les 0,38,2 ici. Donc là on a une vague B. Alors oui, une vague B peut aller rechercher des 0,5. C'est tout à fait vrai. Mais déjà si on casse les 0,38,2, voilà, je pense que donc les 0,38,2 qui sont aux 36 000 $. Voilà.
si on casse hein, en clôture weekly, etc., les 36 000 $, le scénario bear aura vraiment, je lui donnerais plus peut-être 5 ou 10% de chance de se réaliser, hein, plus même proche des 5% que des 10%. Disons que là, actuellement, je lui donne 10%. Si on casse ce niveau-là, je lui donnerais potentiellement plus que 5% d'être possible. Voilà. Donc, on va se concentrer sur notre scénario principal. Donc, encore une fois, voilà, CMA, il a pris le même plan que moi, mais là, il n'est pas d'accord. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, là, on a une vague 1, on a une vague 2. Alors, pourquoi? Je vais quand même vous dire pourquoi. Hop, c'est tout simple. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, pour moi, là, c'est une vague. On est dans le même mouvement. Vous voyez, on suit, on peut faire un canal. Et on casse ce canal, bah, c'est la vague 2. Et ensuite, on recasse ce canal, et même à la hausse. Ça justifie une vague 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, je pense qu'on a fait une vague 1, une vague 2. Et là, qu'on est dans une vague 3. Si on descend dans les time frames, dans cette vague 3, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Vous voyez, c'est la plus haute. Et bien là, on est dans une... Alors, je vais quand même peut-être vous les afficher. Hop, je les effacerai après hein, pour garder clair. 1, 2, 3. Alors, potentiellement, on a trouvé le haut. Là, je dis potentiellement, hein, pas forcément. Mais on aura une vague 4. Et ensuite, on aura une vague 5 pour terminer cette sous-vague 3. Et l'objectif principal, on l'a déjà dépassé. Les 161,8. Hein, je vais vous le mettre. Hop. 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 Voilà, 161,8, c'était là. Et donc, prochain objectif, c'est les 261,8, donc vers les 36 230, allez, 36 500 $, on va dire, on va arrondir. Alors, bien sûr, on peut aller chercher les 368 ou les 468 sans problème. Mais le prochain objectif, c'est là, vers les 36 000, entre les 36 000 et 36 500 $, pour après avoir une belle correction. Et d'ailleurs, ce sera une belle opportunité pour rentrer, pour ensuite viser tout simplement eh bien, la dernière vague pour aller chercher justement ces fameux 51 000 $ au minimum. Voilà, ceux qui ont loupé encore le train, eh bien, vous aurez encore une petite chance ici de rentrer. Alors, si on s'arrête là, vraiment 36 000, on risque de retourner entre les 32 000 et les 31 000. Allez, 32 500, entre les 31 000 et 32 500. Donc voilà, ce sera une petite opportunité pour rentrer ou pour prendre un trade, hein, tout simplement. Lui, CMA, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il a fait comme ça. Hop, hop. Alors, au final, hein, ça ne change pas grand-chose, puisque on est quand même dans cette vague 3. Ce qui change seulement, c'est que voilà, du coup, lui, il a fait une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Alors voilà, tous les deux, on est dans on attend une 4. C'est juste pas la même 4, c'est pas la même sous-vague. Mais au final, on est quand même dans cette vague-là. Et la correction de 4, ça ne changera pas grand-chose parce que qu'on prenne le bas de la 2 ici ou ici, vous voyez que ça change à peut-être 200 $. Donc il y aura 200 $ de différence ici, mais globalement, ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est juste bon à savoir. Moi, je préfère ici, je trouve ça plus propre, hein, comme je vous ai dit, rien qu'au niveau du RSI. Et là, pareil, je trouve qu'on a une belle 1, 2, 3, potentiellement 4, 5. Mais voilà, peut-être que c'est lui qui a raison, mais comme je vous ai dit, ça ne change pas grand-chose. Dans les deux cas, on est dans une vague 3 ici, et on aura une 4. Les targets changeront légèrement, mais vraiment peut-être de 200 $ maximum. Donc ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est bien dans une 3. Une fois qu'on aura fini la 3, on aura une 4 et ce sera une bonne opportunité pour entrer. Bien entendu, vous avez également cette opportunité-là si vous voulez jouer la sous-vague. 1, 2, 3, 4. Alors, imaginons, je me plante pas et qu'on est bien. Hop, on va se remettre. Voilà, donc 1, 2, et on va voir la 4. Alors, on a déjà atteint les 0,236. Donc, ça pourrait déjà être fini maintenant. Sinon, 32 322 $.
prochaine target. Et on pourrait également... Alors là, la une, est-ce qu'elle était forte ou pas? Non, il me semble que la une n'était pas forte, hein. On va refaire. Il me semble que la une n'était pas forte. Voilà, la une n'a pas atteint les 0, on va les zoomer, mais la une n'a pas atteint les 0,618. Donc c'est-à-dire c'est une faible, donc normalement on doit avoir une 4 forte. Donc techniquement, l'objectif principal, alors on n'a peut-être pas trouvé le top de 3, mais si on a trouvé le top de 3, l'objectif principal c'est les 0,382 et les 0,5, c'est-à-dire, je répète, 32 300 $ et 31 500 $. Mais globalement, vous voyez que, alors, si on respecte le truc et qu'on vient bien en haut, finalement, ça vous donnera un même point d'entrée que la future vague 4. Bien entendu, si on s'arrête là, si la vague 3 décide d'aller plus haut, on aura une vague 4 également plus haut. Donc ça peut être également une bonne opportunité de rentrer entre les 31 et les 32 000 $ si on y vient. Voilà, donc ça c'est pour le plan Elliott Wave. Et c'est quoi ça? Non, voilà. Pour finir, alors ça c'est le portefeuille, toujours le portefeuille crypto des 10 000 $, hein, objectif 100 ou voire 200K. Donc encore une fois, si le portefeuille je vous l'ai présenté, c'est pas pour rien. C'est comme je vous ai dit, je sais qu'il y en a, ils n'ont pas fait leur boulot, ils n'ont pas fait leur DCA, ils n'ont pas fait leur achat par palier, ou tout simplement il y a des nouveaux qui n'étaient pas là avant, donc ils n'ont pas pu. Donc c'est pour tous ces gens-là que je vous ai donné ce portefeuille pour avoir l'opportunité d'avoir un exemple hein, à suivre ou pas. Je vous ai dit que c'était un portefeuille plutôt neutre, il n'était pas trop agressif, pas trop défensif, mais je vous ai expliqué comment le transformer en portefeuille agressif pour ceux qui ont un plus petit portefeuille, par exemple, qui ont 1000 ou 2000 $ seulement, vous pouvez vous permettre d'être agressif, mais ceux qui ont un plus gros portefeuille, qui ont 20 000 $ ou plus, il vous faut être plus défensif, et je vous ai également expliqué, hein, c'est là dans la vidéo, hein, mon portefeuille de 100K, hein, puisque c'est une copie exacte de mon portefeuille, qui est donc un portefeuille neutre, ni agressif, ni défensif. Voilà, mais je vous explique également les plans agressifs et les plans défensifs. Donc, si je vous l'ai donné, c'est pour une raison, c'est parce que, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, je sais qu'il y en a, soit ils n'ont pas fait leur boulot, soit ils n'écoutent pas les conseils, et il y en a énormément qui rentrent comme ça, pratiquement tout d'un coup. Donc voilà, je vous ai donné ce portefeuille, et je ne vous l'ai pas donné n'importe quand, bien entendu. En général, chaque chose que je fais, vous savez que c'est réfléchi, hein. Des fois ça a l'air des coups de tête, mais c'est des choses réfléchies. Ce portefeuille, je vous l'ai donné il y a 2 semaines. Mince. On va retourner là, hop. Voilà, je vous l'ai donné il y a 2 semaines, exactement vers le 10, le 12, le 10, le 12 octobre. Voilà, je vous l'ai donné là, sur un bottom du Bitcoin et sur les altcoins. « 10-12 octobre, voilà, je vous l'ai donné là. Dans cette zone-là, sur un bottom proche. Même les bottoms de mois de juin, on n'est pas si loin, je crois qu'on est à 7%, et on est sur le bottom vraiment du mouvement. Donc je vous l'ai donné au meilleur moment possible pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, entrer correctement et pas en FOMO une fois que tout le monde s'excite et qu'on est déjà beaucoup trop. Alors hein, on n'est pas encore trop loin, hein. Il y a même des altcoins qui n'ont pas pump encore, hein. Même sur le global on a fait que 13%, mais certains altcoins ont déjà pump, hein, des altcoins qui sont dans mon portefeuille. Voilà, on a Solana qui a fait 43, Liquidity qui a fait 75, John 76, Chainlink 22, Stack 40. Voilà, donc on a quand même des altcoins qui ont, depuis que je vous ai donné le portefeuille, 35, etc., qui ont pas mal pump. Bien entendu, le portefeuille global, il est en hausse de 12,90, mais le Bitcoin, lui, 25%. Donc pour le moment, bien entendu, il aurait été plus gagnant de mettre 100% en Bitcoin. Mais ce n'est pas un portefeuille court terme, c'est un portefeuille qui vise tout le bull run. Et si tout se passe bien, à la fin du bull run, le portefeuille global surperformera de beaucoup le Bitcoin. Bien entendu, si tout se passe comme les précédents bull runs. C'est pas parce qu'on a eu des altcoins saison dans les précédents bull runs qu'on aura
des altcoin season puissantes dans ce bull run. Puisque un des grands narratifs de ce bull run, ça va être les ETF, donc des gros portefeuilles, mais les gros portefeuilles sur les ETF, ils ne vont pas rentrer sur les altcoins, ils vont rentrer sur le Bitcoin, peut-être sur les Ethereum s'il y a des ETF Ethereum qui par la suite sont acceptés, mais ils ne vont pas rentrer sur les altcoins, du moins la grosse majorité, ils vont se mettre sur les ETF, ce sera des ETF Bitcoin et Ethereum. Donc il est possible que ce bull run, on ait peut-être pas des altcoins qui surperforment comme on a eu les 2 fois précédentes avec les grosses altcoin season. Mais voilà, si tout se passe comme prévu, eh bien ce portefeuille surperformera de loin les résultats du Bitcoin, du moins je l'espère. Mais voilà, au cas où, c'est pour ça que c'est un portefeuille équilibré et il y a quand même, alors à la base il y avait 20% de Bitcoin, maintenant on est proche des 22 et 30% d'Ethereum, ce qui nous fait à eux deux quand même 50% du portefeuille. Voilà, bien entendu, plus agressif, il y aura moins de Bitcoin, plus défensif, il y aura plus de Bitcoin. Ensuite, ce portefeuille, bien entendu, on va le faire évoluer puisqu'on surveille la Bitcoin dominance, le TH et le BNB face au Bitcoin. L'indicateur aussi, on ne va pas le revoir aujourd'hui, mais sur l'altcoin season. Et lorsqu'on aura, enfin, du moins, moi, c'est ce que je vais faire, des confirmations que les Bitcoins, les altcoins vont surperformer le Bitcoin, eh bien, je passerai une partie des Bitcoins sur des altcoins pour la fin du bull run. Entre temps, je pense qu'avec, vous voyez que les dollars qui ils sont là, je vais acheter du Bitcoin. Tant qu'on n'a pas un retournement, je vais acheter du Bitcoin puisque pour l'instant il surperforme. Donc le dollar restant sur une grosse correction, pourquoi pas la vague 4, je vais racheter du Bitcoin. Donc ça va monter quasiment à, ça montera à 30% de Bitcoin. Et lorsque j'aurai des confirmations qu'on aura une nouvelle altcoin season, eh bien je transformerai sur les 30%, peut-être 20%, je laisserai que 10% Bitcoin, de mes Bitcoins en altcoin pour la fin du bull run et pour profiter bien entendu de l'altcoin season. Voilà, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Sur ce, on va s'arrêter là. Si vous avez des altcoins à me demander pour les analyses, ce sera en commentaire. Sinon, pour soutenir la chaîne, bien évidemment, abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et théoriquement, à part s'il se passe quelque chose d'important, je vous dis à jeudi. Tchuss.